Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule. J'espère que tout le monde va bien. Euh, la capsule d'aujourd'hui va porter sur le chapitre 5, sur l'addition électrophile. Donc c'est la première partie du chapitre 5 qu'on va voir dans cette capsule-ci. Les additions électrophiles, donc c'est un type de réaction qu'on va s'attarder dans ce chapitre-là, comme j'ai parlé un petit peu. Dans le chapitre 4, on va voir différents types de réactions dans les différents chapitres qui vont suivre. Et les additions électrophiles, donc c'est la première réaction qu'on va vraiment s'attarder le plus. Les réactions d'addition électrophile fonctionnent avec deux types de molécules, soit les alcènes et les alcynes. Donc on va surtout passer un peu de temps sur les alcènes d'abord, puis ensuite sur les alcynes. Pourquoi ça fonctionne avec les alcènes et les alcynes? Je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, comme d'habitude, je vous mets les lectures suggérées avec les exercices du manuel que vous pourrez faire tout au long des différentes capsules pour vous tenir à jour. Très très important que vous soyez à jour le plus possible durant les semaines. Parce que, comme je vous ai expliqué, les chapitres, même si on va voir des réactions différentes, s'emboîtent un petit peu dans les façons de pouvoir connecter les réactions ensemble. Donc, ça va être très très important de comprendre, par exemple, comme il faut les aspects du chapitre 4 pour pouvoir suivre, par exemple, le chapitre 5, chapitre 6, et ainsi de suite. Alors, la propriété générale des alcènes et des alcynes, du même coup, c'est au fond qu'on a des électrons dans une liaison pi. Les liaisons pi, donc, font en sorte qu'il y a un excès d'électrons à cet endroit-là. Donc, il y a un caractère basique. Donc, ils vont réagir, par exemple, avec les acides. Donc, le fait d'avoir beaucoup d'électrons, ça fait en sorte qu'on a des nucléophiles. Donc, comme on l'a vu dans le chapitre 4, les nucléophiles vont vouloir agir avec les électrophiles. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'addition électrophile. Donc, la portion addition, c'est que on va faire disparaître la liaison double en ajoutant des atomes à la place de la double liaison, de la triple liaison. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme réactifs qui vont réagir avec les alcènes? On verra pas vraiment H2. Ça serait une des possibilités qu'on verrait dans le chapitre 10, qu'on n'aura probablement pas le temps de couvrir. Mais on va surtout s'attarder au HX. On verra pas vraiment HX en présence de peroxyde. Ça aurait été dans le chapitre 8 sur les réactions avec des radicales. Et on va par contre s'attarder avec H2O en milieu acide ainsi que les alcools en milieu acide. Puis on va avoir aussi les réactions avec X2 qui vont suivre par la suite, probablement dans une autre partie une autre capsule du chapitre 5. Donc si on regarde un petit peu les réactions d'addition de façon générale, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que les réactions d'addition vont vouloir se faire avec une molécule qui va avoir généralement un atome qui est plus électronégatif que l'autre. Par exemple, ici, vous avez donc votre double liaison qui va vouloir agir avec AB, où A est un atome plus électronégatif. B représente un atome plus électronégatif que A. Donc A est moins électronégatif. Donc en fait, il est delta plus. On pourrait mettre un delta plus par-dessus. Puis B est delta moins, parce qu'il tire sur les électrons. Au final, qu'est-ce qui va arriver, c'est que A et B vont se retrouver chacun sur un des carbones qui avait la double liaison au départ. Mais il n'y a plus de double liaison maintenant. Donc, comment ça va fonctionner de façon générale, ce mécanisme-là de la réaction? Vous avez un nucléophile à la double liaison. Vous vous retrouvez avec un atome euh, qui manque en électrons, ici, le delta plus. Et vous avez un atome qui est delta moins, là, il manque le moins ici, vous pourriez le rajouter. On peut le rajouter. Juste changer ici, donc on a un delta moins. Donc B a beaucoup plus d'électrons.
c'est celui-ci qui est un électrophile dans la réaction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos électrons de la double liaison et on va les utiliser pour faire une liaison entre un des deux carbones avec l'atome A. Pour l'instant, j'ai mis des chaînes quelconques de carbone autour. J'ai rien développé. On va voir s'il y a une différence entre si on lie sur ce carbone-ci ou ce carbone-là. On va voir plus en détail par la suite. Pour l'instant, faites-vous-en pas. On regarde ça de façon générale. Par contre, souvent, l'atome A, ça a souvent un hydrogène, pas tout le temps, mais souvent, ou un autre atome qui ne peut pas faire plus de liaisons. Donc, il doit absolument briser la liaison avec l'autre atome, qui est l'atome B. C'est pour ça qu'on a une deuxième flèche qui amène les électrons de la liaison vers B. Donc, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec la double liaison qui n'existe plus. Donc, on l'a utilisé pour faire la liaison maintenant avec l'atome A sur un des deux carbones. Sauf que l'autre carbone, ben là, se retrouve avec pas de liaison. Donc, il se retrouve avec une charge positive. Donc, on a formé un carbocation. Donc, ça, c'est notre intermédiaire entre les deux étapes. Donc, ça, c'était notre première étape. C'est l'étape lente, l'étape la plus difficile à réaliser. Et on se retrouve avec un intermédiaire suite à cette étape-là, qui est un carbocation qui va être notre électrophile pour la prochaine étape. Par contre, vous avez le B- qu'on a créé lors de la première étape, qui lui va nous servir comme nucléophile dans la deuxième étape de la réaction. Donc les réactions d'addition vont généralement avoir deux étapes, ou parfois un petit peu plus lorsqu'il y a quelque chose à faire supplémentaire que je vais vous montrer par la suite. Donc la deuxième étape de l'addition, de façon générale, c'est l'atome qui est maintenant négatif, qui va venir se lier sur la carbocation pour pouvoir faire le nouveau lien. Donc, on se retrouve avec la molécule finale. Donc, on est parti avec une double, et maintenant, on n'a plus de double. On a ajouté des atomes A et B. Ça peut être des atomes ou des groupes d'atomes, on va voir par la suite comment ça peut être. Donc, première réaction avec un réactif spécifique, on va regarder l'addition d'halogénures d'hydrogène. Donc HX ou X peut être n'importe quel halogène, ça veut dire HF, HCl, HBr, HI, quoique on va surtout les voir avec HCl et HBr. Donc ceux-là vont s'additionner sur la double liaison. Ici, ce qu'on a, c'est que vous allez avoir la flèche de la réaction avec le réactif. Et parfois, on va spécifier ou non un solvant. Moi, je ne veux pas que vous appreniez par cœur les solvants. Fait que souvent, si le solvant n'est pas spécifié, c'est qu'il n'y a pas vraiment une importance particulière. Parfois, on va spécifier les solvants, surtout s'ils viennent interagir ou ils ont une influence de façon à devenir presque carrément un réactif dans la réaction. Mais ici, le CCl4 n'a pas d'importance, fait juste solubiliser les molécules en présence. Donc, des fois, vous ne verrez même pas, comme par la suite, je ne l'ai même pas mis ici, dans l'exemple qui est là. Je l'ai mis en haut. Ça se peut que dans votre manuel, on utilise le CCl4 ou le dichlorométhane, qui est le CH2Cl2. Ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous ne le mettez pas à l'examen, vous ne perdrez pas de points. Par contre, je veux les réactifs. Je veux qu'est-ce qui s'ajoute. Okay? Qu'est-ce qui va réagir. Donc ici, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre le H et le Ca, puis on va les ajouter sur la molécule en enlevant la double liaison. Donc on brise la double, on ajoute H sur un des carbones et Cl sur l'autre. Comme ceci. Évidemment, en stylisé, on ne monte pas les liens CH. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, mais il y a un H qui s'est ajouté du côté gauche. Et le Cl, on l'a ajouté du côté droit. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance de quel côté on a ajouté le H et le Cl. Pourquoi? Parce que la double liaison qui est là, elle est symétrique. Ça veut dire qu'elle est pareille d'un côté comme de l'autre. On peut faire la même chose avec HBr. Donc, on va ajouter un H, on va ajouter un Br. Un carbone, un H, sur l'autre carbone, un Br. Même chose que tantôt. Pour l'instant, on s'en fait pas pour la 3D. Je vais vous en parler par la suite. Okay? Parce que je veux d'abord que vous compreniez comment la réaction fonctionne. Puis lentement, on va introduire également la 3 dimensions là-dedans. Parce que effectivement,
Ici, vous avez un carbone chiral qui a été formé. On va revenir là-dessus par la suite. Lorsqu'on prend un cycle, est-ce que ça a une différence que la double liaison soit dans un cycle? Non, aucune différence. Le H va s'ajouter sur un carbone, le Cl sur l'autre. Et finalement, même chose ici. On a le H qui va s'ajouter d'un côté, le Br sur l'autre. On pourrait mettre la 3D ici, mais ça n'a pas vraiment d'importance dans ce cas-ci, parce qu'on n'a même pas un carbone qui est asymétrique et chiral. Fait que vous pourriez mettre la 3D, mais vous allez voir que généralement, je ne mettrai pas de 3D si c'est pas nécessaire, c'est-à-dire si c'est pas un carbone chiral. Dans le cas qui est ici, je pourrais la mettre. Dans le cas qui est ici, je pourrais la mettre. Ici, non, mais ici, oui. Donc, dans le deuxième exemple ici, je vais mettre la 3 dimensions parce qu'elle a une importance. Mais je vais vous expliquer plus tard pourquoi, dans ce cas-ci précisément, ça a plus ou moins d'importance. Donc, si on remarque, ici, toutes les alcènes que je vous ai montrées dans cette partie-là sont symétriques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence où j'ai ajouté mon H, où j'ai ajouté mon Cl. Donc, H+, Cl-, parce qu'au fond, c'est comme ça qu'il s'ajoute sur votre double liaison. Par contre, si je prends une alcène qui est asymétrique, c'est-à-dire que le côté droit et le côté gauche, si je coupe l'alcène en deux, n'est pas pareil. C'est-à-dire que ça va avoir une importance où je vais mettre mon H, où je vais mettre mon Cl à ce moment-là. On va regarder ici avec HBr sur cette double liaison-ci. Donc, vous voyez que du côté gauche, j'ai des CH3, puis du côté droit, j'ai des H. Donc, c'est pas pareil d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une différence si je mets mon H d'un côté, si je mets mon Br de l'autre. Donc, en réalité, je pourrais avoir deux produits. Et deux produits suivants. Soit que j'ajoute le H à droite, donc ici, puis ensuite le Br à gauche, ou je fasse un contraire, j'ajoute le H ici, puis le Br à droite. Par contre, en réalité, si on fait la réaction, dans le laboratoire, on va avoir majoritairement un seul des deux produits, et c'est le premier. Pourquoi? Parce que lors de la réaction, on forme un carbocation après la première étape. On a vu dans le chapitre 4 qu'il y a un ordre de stabilité par rapport aux carbocations. Parce que les carbocations sont difficiles à former. Plus un carbocation est difficile à former, plus la réaction va avoir de la misère à atteindre ce carbocation-là lors de la réaction du niveau d'énergie. Hein, parce que ça va coûter très très cher en énergie pour pouvoir passer à un carbocation qui est très instable. Tandis qu'un carbocation qui est un petit peu plus stable, ça va être moins demandant. Donc c'est pour ça qu'ici, on va essayer de toujours passer par le carbocation le plus stable. Donc généralement, la règle générale, c'est tertiaire est plus stable que secondaire, plus stable que primaire. Donc ça, c'est la règle de Markovnikov. Elle peut être aussi vue d'une autre façon, mais ça, c'est pas la façon que je vous montre la règle de Markovnikov ici. La réalité, c'est la stabilité du carbocation. C'est ça qui est très très important. Si jamais je vous demande de m'expliquer pourquoi la réaction passe par un intermédiaire plutôt qu'un autre, je veux que vous me parliez de la stabilité des carbocations. Par contre, si vous voulez rapidement savoir lequel des deux produits est le plus stable, puis vous voulez pas vraiment regarder nécessairement la stabilité, tout ça, vous pouvez toujours passer par une façon rapide qui est que généralement, on va ajouter les H sur le carbone qui a le plus d'hydrogène déjà dans la double liaison. Ça veut dire que le carbone de droite ici, il y avait deux hydrogènes liés directement sur ce carbone-là. Donc, l'hydrogène va préférer s'ajouter là. Okay? Donc, la règle de Markovnikov, au fond, les carbones qui sont riches en hydrogène vont s'enrichir davantage. Et plus tard, on va voir qu'il y a une autre règle qui dit qu'on va appauvrir les carbones qui ont moins d'hydrogène. On va voir ça un petit peu plus tard dans le chapitre 7. Donc, cette façon-là de voir comment la règle peut fonctionner nous permet de passer par le carbocation le plus stable. Mais la règle veut qu'on passe par le carbocation le plus stable. OK? Donc, si cette façon de voir la règle est de juste passer par, OK, ajouter le H sur le carbone qui a le plus déjà de H sur la double liaison,
ben, ça va fonctionner. Je vous montre un exemple de ça. Vous avez la molécule qui est ici en bas, le côté droit, le carbone de la double, A2 hydrogène, le carbone de la double du côté gauche, en rouge, seulement un hydrogène directement lié à lui. On ne compte pas ceux du CH3, hein, parce que pas les H sont directement liés à ce carbone-là de la double. Alors, deux possibilités. Je peux ajouter le H+. Donc, quand on ajoute HBr ou HCl, on ajoute H+, en premier. Donc, je peux l'ajouter soit sur le côté gauche. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne, si je l'ajoute sur le carbone en rouge, je me retrouve avec le carbocation sur l'autre carbone, puis je me retrouve avec un carbocation primaire. Okay? Par contre, si j'ajoute mon H+, sur le carbone en vert, ici, comme ça fait que mon carbocation se trouve sur le carbone à gauche de la molécule, et c'est un carbocation secondaire. Donc, entre primaire et secondaire, on va toujours préférer secondaire qui est le plus stable. Ça va être plus facile de l'atteindre, de le former, parce qu'il est plus stable que l'autre. OK? Donc ça, c'est la règle de Markovnikov qu'on va utiliser dans pas mal d'additions électrophiles sur les doubles liaisons, les triples liaisons. Donc c'est très très important de comprendre cette règle-là. Alors l'addition de HX, je vous montre plus en détail comment ça fonctionne. Donc le mécanisme commence avec la double liaison. On va attaquer donc le H. Donc la double liaison va aller chercher le H parce que le H, c'est lui qui est très électrophile. Okay? Donc le nucléophile va venir chercher le H et on va libérer le Br en Br-, parce qu'on va lui donner les électrons de la liaison qui est là. Parce que le H ne peut pas faire une liaison avec un carbone et le Br en même temps. Ici, je vais vous montrer les deux possibilités, soit attaché avec le carbone qui est à droite, donc c'est pour ça que j'ai mis la flèche plus proche du carbone à droite, ou encore, donc ça c'est la portion en rouge ici, ou encore en bleu, je vais l'attacher sur le carbone à gauche. Vous n'êtes pas obligé là, de placer votre flèche proche d'un carbone ou d'un autre, là, vous pouvez le mettre dans le centre, puis ça fait pareil, c'est juste ici pour l'exemple, je veux que ça soit clair pour tout le monde, pour voir qu'est-ce qui arrive si je mets le H sur le carbone à droite ou à gauche. Donc si je vais avec la règle de Markovnikov ou non, qu'est-ce qui arrive. Donc ici, on l'a mis sur le carbone à droite, donc en rouge, puis en bleu, on l'a mis sur le carbone à gauche de la double liaison. Mais là, on n'a plus de double, on a un carbocation, puis on a le H, on a généré aussi un Br-, qui lui traîne pas loin. Il attend pour pouvoir agir dans la deuxième étape, venir attaquer le carbocation. Former soit cette molécule-là, ou dans l'autre possibilité, former celle-ci. Donc, entre les deux, on a dit que seulement celle-là était vue de façon majoritaire. Donc ça, c'est le produit qu'on appelle majoritaire. Tandis que lui, c'est le minoritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le retrouver à peut-être 99-98%, donc le produit en rouge. Tandis que le produit en bleu, on va trouver à 1% ou 2% ou moins que ça même. OK? Évidemment, le carbocation, c'est pas quelque chose qui est stable. Hein? C'est un intermédiaire réactionnaire, c'est pas une molécule très stable. Okay? Donc c'est un milieu entre deux étapes. Oui, c'est un bas dans le niveau d'énergie, mais c'est pas l'endroit le plus stable qui existe. C'est pas côté réactif ou côté des produits. Fait que c'est pas stable de façon de base, mais un carbocation tertiaire, c'est quand même plus stable qu'un carbocation primaire. C'est pour ça qu'on va préférer passer par le chemin en rouge, qui nous donne le produit majoritaire, que le chemin en bleu. Je vous montre ça maintenant avec les niveaux d'énergie, okay, le diagramme énergétique. Donc on garde en tête notre réaction ici, en se rappelant que la règle, c'est carbocation tertiaire, plus stable que secondaire, plus stable que primaire, et c'est sûr que plus stable que nulaire, mais les nulaires, on les verra pas vraiment, hein, parce que pas vraiment de possibilités autres que CH3+. Alors, du niveau d'énergie, qu'est-ce que ça a l'air, ces réactions-là? Si on regarde si on regarde pour celui en rouge. Donc si on suit ça, on voit ici donc la première étape, ça me coûte en énergie.
on arrive à l'intermédiaire qui est notre carbocation, puis on a la deuxième étape qui est moins demandant en énergie et plus rapide. Okay? Parce que c'est un carbocation qui réagit avec un négatif, donc ça va vite. On arrive à nos produits. Si par contre, je passe par le chemin en bleu, donc ici, là, les deux sont comme des couleurs similaires, là, mais ce que je veux que vous voyez bien, c'est que si je passe par le chemin en rouge, je passe par une carbocation tertiaire, plus bas en énergie. Tandis que la carbocation primaire, lui, est plus haut en énergie. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque je me rendre jusqu'aux carbocations primaires, ma bosse, mon énergie d'activation est pas mal plus élevée. Parce qu'il faut que je passe cette énergie-là pour arriver aux carbocations primaires. Tandis que le carbocation tertiaire, lui, est plus bas, donc toute la courbe est plus basse. Okay? Même si le début puis la fin est pas mal similaire, le chemin entre les deux fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de passer ici puisque la bosse, elle est moins élevée. Okay? Plus facile à franchir. Alors, suite à ça, j'ai un premier exercice que je veux que vous essayiez de faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser mettre à pause, regarder l'exercice, puis après ça, je vais tout de suite donner la réponse, mais vous pouvez mettre la vidéo à pause pour pouvoir l'essayer. Qu'est-ce que je veux, c'est que vous me montrez le mécanisme réactionnel de l'addition de HCl sur le 2-méthylbut2N, donc d'où l'importance de se rappeler un petit peu quand même là, la nomenclature. Je ne poserai pas de questions directes de nommer-moi la molécule suivante, mais je peux joindre ça avec les réactions. Okay? Donc, il ne faut quand même pas l'oublier. Parce que là, on va nommer certaines molécules. Je veux que vous soyez capable quand même de les dessiner. Je n'irai pas dans des molécules complexes, mais quand même. Et je veux que vous me montriez les deux possibilités de produits, c'est-à-dire, je veux le produit majoritaire et le minoritaire. Donc, vous pouvez faire ça en me montrant deux chemins différents ou repartant de la même molécule de départ pour montrer les deux mécanismes séparés. C'est comme vous préférez. OK? Donc, mettez-la à pause, puis essayez de faire de répondre, de donner la réponse, puis moi, je vous donne la solution maintenant. Alors, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir à dessiner la molécule, donc le 2-méthylbut2N. Donc, première chose, je vais me faire 4 carbone, donc le but. J'ai un 2-méthyl avec une double liaison. Ici, j'ai pas de E, pas de Z. Pourquoi? J'ai 2 CH3 ici. OK? Et je vais faire réagir avec le HCl. Donc ici, je vais mettre le H et le Cl. Donc ici, ma molécule de HCl. Ce que vous pouvez faire, c'est que maintenant qu'on travaille avec les mécanismes de réaction, vous pouvez vous mettre les doublets libres sur les atomes, même dans la forme stylisée, parce que ça peut vous aider à retrouver, si vous avez besoin de partir d'un doublet libre spécifique, ben, s'il n'est pas dessiné, des fois c'est un petit peu plus difficile. Alors, si vous le dessinez, ça va quand même mieux. Alors, ce qui va arriver, première étape, vous avez votre... donc, je vais juste passer à juste la réponse, comme ça, ici, pour que vous puissiez voir tout. Si jamais je dépasse un peu. La double liaison, et notre nucléophile. On est chercher le H. Donc ici, je vais essayer de pointer vers l'hydrogène. OK? Donc je pars de la double liaison vers l'hydrogène. Je pointe. Vous n'avez pas besoin de mettre le delta plus. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Il n'y a aucune obligation là-dessus. Puis, ce qu'on va avoir, c'est que vu que le H ne peut pas se lier avec un carbone et le Cl en même temps, je vais devoir briser la liaison entre le H et le Cl pour le donner au chlore. Donc là, il y a deux possibilités. Soit que je lie le H sur le carbone gauche ou le carbone de droite. Donc il y a deux chemins possibles. Donc je vais dessiner un des premiers chemins possible d'avoir.
Un de ces premiers chemins-là, c'est d'ajouter votre H ici. Je vais le mettre là en évidence, même si normalement on ne le mettrait pas. OK? Il y a quand même un autre H sur le carbone qui est ici. Je ne l'ai pas spécifié, mais je vais mettre le H qu'on vient d'ajouter. Puis ça veut dire que sur l'autre carbone, c'est un carbocation maintenant. Et il y a le Cl- qui traîne pas loin. Donc, je vais ajouter notre Cl-. Comme ceci. Oups. Comme ceci. Et il y a ces doublets libres qu'on va utiliser tantôt, un de ces doublets libres-là. Fait que si vous voulez, vous pouvez dessiner juste un doublet libre. Moi, je vais tous les mettre. Mais on va en utiliser juste un dans quelques instants. Tandis que l'autre possibilité, c'est d'avoir le H sur le carbone qui est ici, à la place. Et ça fait en sorte qu'on se retrouve avec le carbocation sur l'autre. Comme ceci. Et on se retrouve encore une fois avec Cl-. Faites-vous-en pas là, qui est entouré en rouge. C'est juste le logiciel qui n'aime pas trop ça. Évidemment, dans les deux cas, normalement, ce que je ferais, c'est que je ne dessinerais pas que le H. Fait que je vais l'enlever. Si vous voulez le mettre, je n'enlèverai pas de point, même sans styliser, on ne met pas le lien CH. C'est juste parce que vous, peut-être, vous voulez vous repérer que le H, où est-ce qu'il est rendu? Il est passé où? OK? Donc, deuxième étape, maintenant qu'on a notre carbocation, c'est le H qui va venir. Je vais prendre une flèche un petit peu moins. On va venir attaquer le carbocation. Vous pouvez pointer soit directement dessus, ou vous pouvez pointer le carbone plus spécifiquement. Vous devez toujours partir d'un doublet libre, pas de la charge moins, hein, un doublet libre. Très très important. Donc dans les deux cas, c'est pas mal la même chose qui se passe, sauf que ça nous donne les deux produits, soit celui-ci. Je ne mets pas de 3D parce qu'ici il y a un CH3, un CH3, donc c'est pas un carbone asymétrique. Puis de toute façon, comme j'ai dit, on verra la 3 dimensions plus tard. Ou encore, ça nous donne le chlore ici. Entre les deux, il y a un produit majoritaire, c'est celui-ci. Et le produit minoritaire, c'est celui en bas. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un carbocation tertiaire. Tandis qu'ici, on a un carbocation secondaire. Donc, carbocation tertiaire, plus stable que secondaire. Ce qui va faire en sorte que pour la réaction, ça va être plus facile d'atteindre cet intermédiaire-là, ce carbocation tertiaire-là, que d'atteindre le secondaire. C'est pas impossible qu'il y en ait un peu qui se produisent de carbocation secondaire, mais ça va être plus facile d'atteindre celui-là, donc il va y avoir plus de ce produit-ci que de l'autre. Donc c'est pour ça que lui est majoritaire et lui est minoritaire. Alors ça complète pour cet exercice-ci. Je vais revenir à la présentation. Donc suite à ça, prochaine réaction qu'on va voir, qui ressemble beaucoup à cette réaction-là de HX, c'est les réactions d'addition d'eau en milieu acide. Donc, puisque cette réaction-là agit vraiment de façon similaire, je vais les mettre un petit peu ensemble, puis vous allez voir pourquoi. Donc, l'addition d'eau en milieu acide là, passe par un mécanisme vraiment similaire à celui de HX. La seule chose, c'est qu'il y a une troisième étape. Je vais vous montrer pourquoi il y a une troisième étape. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va mettre du HCl 10% ou du H2SO4 ou peu importe, quelque chose en quantité catalytique. Donc le HCl 10% ici, que j'utilise, c'est un catalyseur. Ça n'a pas besoin d'être du HCl, ça a juste besoin d'être un acide quelconque. Le H2O,
C'est ce qui va vraiment être ajouté sur la molécule. Le catalyseur est juste là pour activer la réaction. Le HCl ne s'ajoute pas vraiment. Donc, il doit être vraiment très dilué. Hein, parce que tantôt, on était avec du HCl qui était presque à 100% pur, ou en tout cas, il n'était pas très dilué. Il était très, très, très concentré plutôt. OK? Puis, il n'était pas dans de l'eau. Ça aussi, c'est important. Donc, ici, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on a du HCl très dilué dans de l'eau, c'est l'eau qui va s'ajouter. Donc, un H va s'ajouter sur un côté, puis un OH sur l'autre côté. Donc, un H sur le carbone qui est ici, et le OH sur l'autre carbone. Même chose ici. Donc, encore une fois, c'est les mêmes doubles liaisons symétriques que tantôt pour le HX. Donc, ici, OH, je l'ajoute de ce côté-ci, parce que ça n'a pas d'importance de quel côté j'ajoute le OH, de quel côté j'ajoute le H, lorsque c'est symétrique. Même chose ici. Donc, on a ajouté un H sur un des carbones à la double. La double disparaît, puis j'ai un OH sur l'autre carbone à la double. Même chose pour la réaction qui est ici. Donc, un H sur un carbone, un OH sur l'autre carbone. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai une molécule qui est double liaison, mais cette fois-ci, n'est pas symétrique, donc asymétrique. À ce moment-là, il faut que j'applique la même règle que tantôt, soit la règle de Markovnikov. Alors, je peux avoir deux produits. Je pourrais ajouter le H sur un côté de la double et le OH sur l'autre côté, ou l'inverse. Mais celui qui est toujours préféré, c'est celui où j'ajoute le H sur le carbone qui a le plus d'hydrogène en partant. Ça veut dire qu'ici, j'ai un carbone qui a 2 hydrogènes et un carbone qui n'a pas d'hydrogène sur la double. Je vais préférer toujours ajouter mon hydrogène sur le carbone qui a déjà le plus d'hydrogène, parce que ça va me donner le carbocation le plus stable. Parce que s'il n'y a pas d'hydrogène, c'est qu'il y a des chaînes de carbone. Et les chaînes de carbone vont stabiliser les carbocations de façon générale. Okay? Ça, c'est sans compter les effets inductifs attractifs ou la résonance. Okay? Qui peut se produire. On peut avoir la résonance ici qui pourrait changer comment nos carbocations pourraient être formées. Okay? Mais de façon générale, suivre la liste tertiaire, secondaire, primaire pour les carbocations, c'est suffisant. Donc ici, on se retrouve avec celui-là qui est majoritaire par la règle de Markovnikov qui dit qu'on doit passer par un carbocation le plus stable. Le mécanisme fonctionne en 3 étapes. Par contre, il y a une étape préliminaire qui doit être faite. Okay, la première étape qui doit être faite, qui n'est pas inscrite ici, c'est qu'au fond, lorsque on se retrouve avec du HCl, avec de l'eau, donc avec une molécule d'eau, des fois je peux mettre le plus, ou vous pouvez ne pas mettre le plus là, entre les atomes lors d'un mécanisme, là, c'est pas important. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a ces deux molécules-là, c'est que HCl, c'est un acide fort. Donc HCl veut libérer des H+. Fait que dès qu'on le met en connexion, on le met dans de l'eau, tout de suite, je vais utiliser une flèche un petit peu moins. Bon. L'oxygène va vouloir venir chercher le H acide, donc l'oxygène de H2O, et on va libérer les Cl-. Mais étant donné qu'on est très dilué, il n'y aura pas beaucoup de Cl-. Okay? Mais ce qu'on va créer, qui est vraiment important pour nous, c'est un O positif entouré de 3 hydrogènes, donc H3+. Donc H3+, oui, il y a des Cl- avec, mais c'est vraiment le H3+ qui est important. Vous pouvez mettre à côté Cl-. Il n'y a pas de problème. Oui, il traîne à côté, c'est vrai, mais c'est pas lui qui nous intéresse, c'est vraiment le H3+. C'est lui qui va nous intéresser dans la réaction qu'on a ici. Alors, si je continue avec le mécanisme, une fois qu'on a le H3+, parce que H2O, c'est pas assez comme électrophile. Okay? On ne peut pas former facilement des OH-, c'est pas facile.
Mais si on ajoute un acide très fort, en très petite quantité, former un petit peu d'H3+, ça va être assez pour partir la réaction. Donc le H3+, c'est lui notre électrophile. Notre double liaison, c'est notre nucléophile. Donc ici, on peut venir chercher le H plus un des trois, ça n'a pas d'importance lequel. On brise la liaison entre le... Donc la double liaison vient chercher le H, on brise la liaison entre le H et l'oxygène. On peut ajouter le H soit sur le carbone ici à droite ou sur le carbone ici à gauche. Donc les deux possibilités de mécanisme. Dans les deux cas, évidemment, on forme un carbocation différent, soit carbocation tertiaire ou primaire. Donc dans le cas qui est ici, lorsque la molécule d'eau... il y a des molécules d'eau qui traînent. Okay? Donc j'en ai formé une ici, mais je suis dans une mer d'eau. C'est-à-dire qu'il y a plein de molécules d'eau qui traînent autour. Donc qui peuvent venir tout de suite attaquer le carbocation dès qu'ils le voient. Oui, il y a des Cl-, mais ils sont en tellement petite quantité que ça a peu... il y a peu de probabilité que les Cl- voient le carbocation avant que ça soit la molécule d'eau qui ait réagi. Donc, ça va être l'eau qui va venir se lier ici. Même chose dans le cas qui est ici en bas. Sauf que là, ce que vous allez remarquer, c'est que une molécule d'eau, c'est pas OH tout de suite. Hein, c'est H2O. C'est 2H avec un oxygène. Mais là, je viens me lier sur un carbone. Fait que là, le O, il est rendu positif. Mais moi, je veux avoir juste un OH. Là, j'ai 2H. Fait que j'ai un H de trop. Fait que la dernière étape, c'est une étape qu'on appelle de déprotonation. Donc, l'étape de déprotonation, c'est enlever un proton. Déprotonner quelque chose. C'est pas un mot que vous allez trouver dans le dictionnaire, mais c'est un mot que nous, on utilise en chimie. Donc, c'est une réaction qui une étape dans les mécanismes qui peut se produire assez fréquemment. Moi, je veux que vous la dessiniez toujours complètement. OK? Donc, je vous montre comment. Vous allez prendre le solvant ou la molécule qui est présente, la meilleure base, OK, pour venir chercher un H+, un H acide. Donc ici, dans le cas qui est là, c'est la molécule d'eau qui est la meilleure base. Hein? Je suis dans une mer de molécules d'eau, c'est mon solvant. Et je vais venir chercher le H, qui est de trop, un des deux. Puis je vais briser la liaison entre l'oxygène et le H pour le donner en doublet libre. Maintenant, je vais me ramasser avec OH. En faisant ça, ça va former un H3O+. Okay? Donc la molécule d'eau qui vient chercher le H va former H3O+, mais ça, H3O+, c'est la molécule qui va recommencer un nouveau mécanisme. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup d'acide, parce que les H3O+, sont reformés lors de la réaction. Donc le catalyseur est régénéré lors du mécanisme de la réaction. Ce que vous allez voir dans votre manuel, c'est que des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils font partir le H tout seul comme ça, sans montrer qu'il y a quelque chose qui vient chercher en réalité le H. Moi, je veux que vous évitiez de faire ça. Je ne veux pas voir ça lorsque vous allez faire les mécanismes. Que ce soit dans le devoir, dans l'examen, quand vous allez pratiquer, ne faites pas ça. Ce que vous allez voir aussi des fois que les manuels vont faire, c'est qu'ils vont écrire, ils vont simplifier cette étape-là, vu qu'il y en a souvent des protonations. Ils vont écrire juste "-H+", comme ça ici en bas. Ça, là, une façon simplifiée de l'écrire, mais je veux pas que vous l'utilisiez. Lorsque vous allez en faire une centaine, 1000 fois des déprotonations, on va s'en reparler. Vous aurez peut-être le droit là, à ce moment-là de peut-être écrire ça de cette façon-là, mais je veux que vous habituiez à vraiment écrire tout le mécanisme complet, donc avec l'étape de déprotonation complète. OK? Donc ici, évitez de faire ça, malgré que ça, c'est une façon contractée, donc le "-H+, ici en bas, façon contractée d'écrire ici en haut dans le mécanisme en rouge. Évidemment, le produit en rouge, c'est le majoritaire, le produit en bleu, minoritaire. Pourquoi? Parce que ici, on a un carbocation tertiaire en rouge et un carbocation primaire en bleu. Donc notre intermédiaire réactionnel, après la première étape, beaucoup plus stable ici.
Donc, il est instable, mais pas mal moins instable qu'un primaire, qui est très, très, très instable. Donc, en rouge, c'est notre produit majoritaire, et ça ici en bleu, notre produit minoritaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici, malgré que la réaction suivante, c'est une réaction très, très similaire. Donc, pour la première capsule, pour le chapitre 5, je m'arrête ici. Donc, je vous retrouve dans la deuxième capsule sur le chapitre 5. On va voir les autres réactions qui vont venir par la suite sur les doubles liaisons, puis ensuite les triples liaisons. Donc, je vous retrouve dans la deuxième capsule.